Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. Je suis goutte à bouteuse, hacheuse, ciseleuse, accoucheuse, dentelière. C'est génial, on raconte une histoire, on fait le rythme, on choisit les musiques. T'as un peu une mémoire ambulante, t'as rangé toutes tes images dans des petits tiroirs et après tu fais des connexions. T'es obligé de trouver des astuces et moi j'adore ça. C'est mettre notre compétence et notre technique au service de quelqu'un qui a une vision. Un film, c'est plus forcément des raccords, mais c'est aussi un sentiment. C'est un curieux mélange de se mettre en danger tout en gardant une place pour s'émerveiller. C'est vraiment de l'ordre du ressenti et de l'émotion. On marche forcément à l'intuition, parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets, et on s'enrichit tous les jours. Play, pause, cut. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes sur la gare de Lille-Flandre, terminé de ce TGV inouï. Vous avez bien entendu. Pour cet épisode, j'ai pris le TGV direction Lille. Une destination toute particulière pour moi car c'est ici que j'ai fait mes études ainsi que mes premières armes en montage, tout comme le monteur que vous allez découvrir. Avant de se fixer pour de bon dans le Nord, il a vadrouillé de Paris à Vienne sur des programmes musicaux, événements spéciaux ou documentaires. Je le retrouve en plein cœur de Lille, dans les nouveaux locaux de la fabrique de France Télévisions. On a parlé du macumba, de musique classique, de CDI ou encore de la solitude du monteur. Bienvenue dans la salle de Richard Poisson. Ouais Richard, c'est Yasmina. Bah ouais, je suis en bas. Ok, à toutes. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Ouais. Bienvenue à la fabrique France Télé. Tu vas découvrir des nouveaux locaux? Bah ouais. Sympa. Ouais, on partage un immeuble avec Wojo qui fait du coworking. Ils ont plusieurs étages avec l'université et l'agence de voyage ISNCF. Donc on est quand même assez nombreux. D'accord. Étage 1. Voilà. Ouverture de la porte avant. Ascenseur en montée. Ici tu retrouves la prod. Ici c'est qu'on gère les plannings, l'ingest, Jérôme qui ingeste un petit peu tout. Ouais. Et là on retrouve donc du coup le couloir des monteurs. Ouais. Vas-y. Et donc là on a 8 salles de montage. Et là actuellement donc, je travaille dans celle-là, tout au haut. Donc voilà ma chambre. Alors généralement on change de salle assez régulièrement. On tourne, on n'a pas toujours la même salle. Mais en fait, au fur et à mesure, chacun prend ses petites habitudes et chacun aime bien ses salles. Donc, oui, t'as ta salle préférée quand même. Ouais, ma salle-là, c'est une de mes salles préférées. Voilà. Donc, et oui, t'as pas l'option canapé, toi. J'ai pas l'option canapé, mais j'ai choisi l'option vue. Tu vois, en fait, ici, heureusement, la vue fait face à un bâtiment. Alors certes, t'as quand même pas mal de fenêtres et c'est quand même ce qui est un peu le luxe. Enfin, le luxe, mais c'est quand même... ça fait du bien quand on a de la lumière du jour. Et donc du coup c'est bien beau, mais par contre vis-à-vis sur les bâtiments c'est quand même moins sympa. L'autre côté par contre vis-à-vis sur la rue, je vois les gens passer, c'est quand même plus sympa. Voilà. Carrément. Voilà. Une belle salle de montage avec un énorme écran de retour. Ouais, c'est vrai qu'on est bien équipé là. Bah, vu que c'est tout neuf, ça a 1 an, toute cette post-prod, ils ont investi dans du bon matos, quoi. Et donc, du coup, on a un bel écran au-dessus des écrans informatiques. Et puis, on a toujours le monitoring pro à côté, que lui, au final, maintenant, je le dédie plus au réel, en fait, quoi. D'accord, voilà. Ouais. Voilà, donc comme ça, eux, ils ont leur écran. Moi, j'ai mon écran principal au-dessus. J'avoue que ça t'évite les torticolis aussi, ouais, non? Ouais. Et en fait, j'ai essayé plusieurs configs. Et au début, il était plutôt sur la droite du moniteur central, quoi. Et c'est vrai que ça allait pas. Donc du coup, maintenant, c'est aussi pour ça que on change moins de salle. C'est quand on a fait qu'on a rangé notre chambre, qu'on est bien installé, qu'on a bien réglé notre fauteuil et qu'on est bien, on n'a pas trop envie de bouger, quoi. Ouais, c'est clair. Non, sinon dans les habitudes.
Et j'ai testé la souris verticale il y a 10 ans et j'avoue que depuis que j'ai testé, maintenant, je ne peux plus m'en séparer. Ça me fait vachement moins mal, tout simplement, au coude, au poignet. Et je l'emmène partout avec moi, j'en ai même une d'avance au cas où. Ah ouais? Si je la perds ou si je la casse. Et c'est vrai que du coup, ça évite de se tordre l'avant-bras sur des souris qui sont mal faites, à la pomme par exemple. Là. Ouais. Et quand tu la prends déjà, la position naturelle de ta main, en fait, c'est pas ça, quoi. Ouais, c'est position posé du sur la bras, tranche de la main. C'est posé sur la tranche. Et donc à part ça, tu as les deux clics pareils, mais sauf que ta main, elle est à la verticale. Elle quoi. est à la verticale et elle fatigue beaucoup moins, ça fatigue beaucoup moins l'avant-bras et puis le poignet, en fait. Et ça, c'est vrai que plutôt que de faire, en fait, ça, ici, en fait, tu twistes, en fait, ton avant-bras. D'accord. Et rien que ça, en fait, moi, ça m'a valu une tendinite sur le coude une fois, quoi. Donc j'ai arrêté, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et depuis, maintenant, j'ai plus trop de soucis. Il y en a qui sont plus ou moins verticales. Tu peux en fait les choisir plus ou moins verticales. Là, c'est un entre-deux, c'est pas mal. Et en plus, elle a 5 boutons, comme ça, je peux faire plein de raccourcis clavier. Oui, tu configures aussi. Voilà. Tu peux faire plein de choses avec. Voilà. Et alors, t'es sur quoi en ce moment? Tu peux en parler un peu ou... Ouais, on peut en parler. Mais en ce moment, je suis en 2e semaine de montage d'un docu, d'un 52, sur, alors tiens-toi bien, sur le dernier Macumba en France. Les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit. Ah ouais. Voilà. Bah, tu vois, je savais même pas qu'il y avait... Enfin, que c'était une franchise. Enfin, je sais pas si c'est une franchise d'ailleurs. En fait, c'est un groupe, ils en ont eu plusieurs. Ils en ont justement au moment de la pleine expansion dans le film, là, j'étais en train de monter une séquence sur la pleine expansion du groupe, donc ils en ont eu 6 ou 7 en fait. D'accord. Et le dernier, en fait, il est à Lille encore. D'accord, et ok. là, il a 40 ans maintenant, et donc du coup, c'est un film un peu sur toute l'histoire des Macumba qu'il y a eu en France, comment ça s'est fait. Et en fait, c'est aussi une sorte de... On retrace plusieurs décennies, plusieurs époques de la fête française des années 60 aux années 2010. Voilà. Excellent. Voilà. Donc c'est un film sympa à la rentrée, plutôt léger, qui donne la patate. Avec un peu de budget, sur lequel on peut se payer quand même 4 minutes de vrai film, donc voilà, Saturday Night Fever, des choses un peu sympas. Super. Donc voilà, on s'amuse. Cool. L'histoire du Macumba, en fait, ça a commencé à Oran. D'accord. Voilà, donc du coup, on part là-bas au début. Voilà. Parce que les fondateurs sont originaires de là-bas, ou Ouais, ils ont ouvert le premier là-bas? Eh ben, ils sont originaires de là-bas, et le Macumba, en fait, c'est juste un bar de plage à la base, à laquelle ils avaient l'habitude d'aller lorsqu'ils étaient à Oran, et un bar à tapas. Et ils sont revenus, et après la guerre d'Algérie, ils ont été rapatriés en France, et donc du coup, ils ont décidé d'ouvrir un établissement là-bas, en hommage à leur bar de plage. J'adore ce genre d'anecdote. Voilà. Donc, je vois que toi, t'es adepte comme moi des petites couleurs, de rush, de musique, de pistes peut-être aussi. De pistes, ouais. C'est vrai que du coup, depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de mettre le séparateur TC entre les pistes vidéo et audio. Comme ça, bon, voilà. On voit mieux les pistes, j'ai l'impression. Et aussi, maintenant, voilà, de travailler avec des pistes stéréo en dessous. Voilà. Donc maintenant, c'est de trouver des choses un peu plus simples, un peu plus rapides, et puis surtout s'organiser au mieux, quoi. Les directs dans les premières pistes, les ambiances additionnelles, les SFX ensuite, les musiques, les coms. On essaie de faire quelque chose de rangé, de propre, mais bon, c'est pas aussi beau que tes timelines, hein. Bah, si, quand même. Oh non, t'en as eu des belles, hein. Oui, j'en ai eu des belles, mais toi aussi. Est-ce que tu as des petites habitudes de montage, de tes petits rythmes, ou juste de démarrage de la journée Démarrage de la journée, moi je pense que c'est comme tous les monteurs. Tu vois, là je l'ai carrément installé dans ma salle. Ah oui, je vois la machine à café dans la salle. On s'est un peu embourgeoisé maintenant. J'ai ramené ma cafetière dans ma salle, et non, voilà, ça commence avec un démarrage de machine, un café, et on va dire bonjour un peu dans toutes les salles. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Et puis après, les habitudes de travail, début de film, dérochage avec la réal, et puis méthode post-it colorée, tu vois. Voilà, donc... On aime les post-it, je suis une grande adepte. Alors t'as vu cela? Tu sais. Oui. Après les timelines colorées, voilà. les murs de post-it colorés font partie de la déco chez nous. Et là, tu vois, c'est des post-it relativement uniformes. Ils
Ils sont tous orange, puisqu'en fait c'est un film sur lequel la trame s'est dessiné assez facilement, au final c'est chronologique. D'accord. Donc du coup, voilà, on a commencé à faire des post-it, puis on s'est vite rendu compte que bon, c'était pas non plus ultra nécessaire pour ce genre de documentaire-là. Après, le dernier, le précédent, tu aurais dû voir, c'était très différent. Voilà. C'était sur quoi le précédent ? Le précédent, c'était sur une épicerie solidaire, en fait, du côté de Lille, à Los exactement. Et c'était un portrait croisé entre le directeur de l'épicerie solidaire et le lieu, avec les différentes personnes qui y travaillent, qui viennent faire leurs courses. Et donc, voilà, ça mélangeait pas mal de thématiques entre le social, le bénévolat, le sens du travail, donner un sens à sa vie. Voilà. D'accord. Et du coup, c'était plus en séquence, j'imagine ? Ouais, c'était plus en séquence, et c'était plus sur des thématiques, en fait. Donc là, du coup, les post-it prennent un rôle plus important. Voilà. Tu m'étonnes. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Bien Comment sûr. tu as commencé ? Comment tu as découvert le montage, déjà, peut-être ? Alors, vraiment par hasard, je connais personne dans la télé. Mon père avait une vieille caméra VHS dans les années 90 pour nous faire filmer tout simplement la ville en France, quoi. Et je crois que c'était dans un cours d'anglais à un moment, on nous avait demandé de fabriquer un JT, un faux JT en fait en anglais. Et pour faire ça, à un moment, il fallait assembler, prendre 2 magnétoscopes, et c'est à ce moment-là en fait que je me suis dit, oula, c'est puissant ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé un peu au montage, et que j'ai découvert que c'était un métier, et que voilà, j'ai un peu creusé au fur et à mesure. Et après, donc du coup, je me suis orienté vers un BTS audiovisuel, option montage à Lille, enfin à Roubaix, quoi, en 2000. Et 2 ans après, du coup, je suis sorti du BTS et j'ai eu la chance de travailler directement. Voilà. Et tu as commencé à France 3. J'ai commencé à France 3 à l'époque, puisque un des intervenants qu'on avait dans notre BTS était un monteur de France 3, qui en plus s'avère avoir été le responsable planning de France 3 à Lille, quoi. Enfin, donc du coup, il m'a ouvert les portes pour faire de l'assistanat au début, et puis rapidement, j'ai fait un 26 et un 52 2 ans après, quoi. Voilà. Ouais. Je crois que moi aussi, c'est Mario Graziano. Bah ouais, on peut quand même lui rendre hommage, lui rendre hommage, parce que c'est vrai que sans lui, on serait pas... on aurait peut-être eu des chemins différents, ça aurait peut-être été plus long. Mais en tout cas, là, il nous a sacrément accéléré le démarrage, et je pense qu'il croyait en nous. Et... En tout cas, à chaque fois que j'y repense, c'est toujours avec une certaine humilité. Voilà. Ouais, vraiment, ça a été un sacré accélérateur, quoi. Ouais. Je me rappelle que monter mon premier doc à... je crois que j'avais 19 ans, quoi. Ouais. C'est quand même assez fou, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'était pas facile. Moi, au début, le premier film, la première réelle que j'ai eue sur mon premier 52, c'était un peu compliqué parce que du coup, elle a aucune expérience et elle croyait pas du tout en moi. Donc, il a vraiment insisté pour dire, attends, prends 3 jours, essaye pendant 3 jours et après on en reparle. Et je me souviens que 2 jours après, c'est bon, c'était fini, quoi. Mais ouais, c'est vrai que heureusement qu'il nous a poussés et voilà, moi j'ai enchaîné pas mal de 52 là-bas. J'ai appris quand même pas mal de choses aussi sur le métier, sur le format. Les premières années, je me souviens que quand même quand je rentrais à la maison le soir, je ramenais tous les bagages, quoi. Je ramenais tout et le soir et la nuit, les premiers montages, je me souviens que ça tournait en boucle, quoi. Je voyais le raccord infini qui tournait dans ma tête, quoi. Oui, tu pensais... Tu pensais à ce que tu avais fait, à ce que tu allais faire ouais, ou même le côté cauchemar, des fois, tu revois tes images en boucle et tes raccords en loop. Et c'était vachement difficile de se détacher du côté le boulot. Je me souviens que les premiers montages, je les revivais aussi la nuit, le soir, et c'était un peu fatigant. Et puis après, peut-être avec l'expérience, en fait, j'en ai fait plusieurs et j'ai réussi à me détacher un peu de ça. Et j'étais un des seuls aussi qui parlait bien anglais à l'époque, parce que j'avais vécu pas mal à l'étranger. Et les premières fois en fait qu'il y avait des multicams qui apparaissaient à Lille, c'était un réel étranger. Et donc du coup, Mario m'avait mis sur le coup, donc il m'a demandé de un peu
me former, me mettre à jour sur le multicam à l'époque, parce que bon, c'était pas aussi simple qu'à l'époque. Multicam musique. Ouais, musique Musique classique tournée à principalement. plusieurs caméras. Quoi. Ouais. Et donc du coup, là j'ai découvert un autre format, déjà je connaissais pas non plus trop la musique classique, et de fil en aiguille, j'en ai monté pas mal de musique classique à France 3, avec différents réals, étrangers mais aussi français. Et là, je crois que j'ai eu la deuxième rencontre importante professionnelle de ma vie. C'est celle de François Gottgeber, qui devait monter sa première captation de musique classique à l'époque. Il avait capté un truc au musée d'Orsay, et on s'est retrouvés ensemble, et on ne s'est pas quittés pendant 15 ans. D'accord. Longue histoire de... on a fait pas mal de choses après, hein. Sincèrement, professionnel. Hein. Parce qu'il n'y avait pas que de la musique classique, du coup. Après, il a fait... Non, après, donc, justement, cette rencontre-là, elle était hyper intéressante, parce que même si je le trouvais un peu fou, un peu excentrique au début, et j'avais peur, quoi, et ben, on a fait des belles choses à France 3, et surtout, il m'a extirpé un petit peu de mon petit réseau France 3 lillois, et il m'a emmené à Paris, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pour moi un nouvel objectif, et donc, du coup... Et j'ai découvert plein de choses avec lui, de la capta grand format. On a fait des zéniths, on a fait des Bercy, on a fait plein de choses intéressantes. Il m'a fait rentrer dans des boîtes de prod que j'imaginais même pas, et on a fait des formats vachement plus intéressants, des primes réguliers, quoi. Donc, des exemples de souvenirs de primes qui t'ont... Les plus gros, je pense que les plus gros trucs qu'on a fait ensemble, c'était les concerts du 14 juillet, quoi. Pour le coup, c'était des directs, et en fait, il me demandait de venir en compagnie de Lionel Delbar pour fabriquer les sujets qui étaient diffusés au début de l'émission, en fait, sur toute la préparation de l'événement. Donc, on se retrouvait avec 2 avis dans des Algeco au pied de la Tour Eiffel à monter au fur et à mesure que les équipes de tournage ramenaient leurs cartes, un sujet pour le soir même, le 14 juillet, pour diffuser sur France 2 à 21h sur la préparation de l'événement, la préparation du feu d'artifice, voilà, tout le montage de l'opération. Donc très speed, mais bureau sympa, quoi. Ouais, c'était une des plus belles salles de montage que j'ai eues de ma vie, celle-là. Tu m'étonnes. Non, qu'est-ce qu'on a fait d'autre après ? On a fait pas mal de capta, on a fait pas mal d'émissions un peu déjantées. C'est comme ça que j'ai mis les pieds chez Morgan. Et de fil en aiguille, après, j'ai fait plein d'autres choses aussi avec Morgan Prod pour François et d'autres réals. Donc c'est vrai que c'était musicalement très intéressant, quoi. C'était des beaux projets. Et moi, je pense que ce qui me plaît le plus dans le montage, c'est aussi la musique et le rythme. Et là, j'avais tout, quoi. Donc c'était des belles expériences, des beaux projets, voilà. Et ça t'a fait voyager aussi, la musique classique, il me semble. Oui, un petit peu, ouais. J'ai pu aller justement suivre 2-3 réals à l'étranger, à Vienne, à Berlin, Leipzig et au nord de Turin, en Suisse aussi, en Suisse, à Lugano. Voilà. Montage itinérant, ce qui est quand même pas très courant, quoi. Non, c'est vrai que c'est rare pour nous de bouger, donc quand on a l'opportunité de le faire, c'est chouette, quoi. Donc, faut pas avoir peur de le faire. Bon, après, c'était le bon moment, quoi. C'était plus simple. Non, je suis jeune papa, donc... Ça peut revenir. Ça peut revenir, mais je l'ai fait justement à Berlin. J'étais allé juste avant de signer ici. J'étais parti 2 semaines à Berlin pour monter un truc sur Beethoven. Voilà. Et j'imagine que techniquement, gérer 4, 6, 8, je sais pas jusqu'à combien de caméras tu as été sur les captas, ça t'apprend aussi vachement... Enfin, il y a des spécificités techniques de ce projet, non ? Ouais, tu as des spécificités techniques, surtout quand il tourne 2 soirs, parce que la spécialité de François, c'était de tourner 2 ou 3 soirs. Donc du coup, on se retrouve avec 2 ou 3 fois 14 caméras. Donc, et changer les axes. Et on change les axes. Oui, donc ça fait 28... Voilà, Donc ça, c'était des trucs sur lesquels... c'est un peu le puzzle, quoi. Mais c'est intéressant. Après, ça devenait des micro-clips, quoi, pratiquement.
Voilà, bon, après ça c'était les plus gros. Après, dans l'ordre général, le multicam, maintenant, ça fonctionne assez bien. Donc on peut afficher 9 caméras en même temps qui tournent et qui roulent. Et plusieurs fois 9 caméras. On peut pas voir toutes les caméras d'un coup, mais on voit plusieurs fois des blocs de 9 caméras. Voilà. Oui. Si tu veux voir tes 18 caméras d'un coup, tu peux pas. Tu es obligé de le voir d'abord 9 et puis après les 9 suivantes. Quoi, voilà. T'es quand même très technicien. Enfin, moi, j'ai souvenir de toi toujours à la pointe des derniers trucs qui sortent et des nouveaux raccourcis, des nouvelles fonctions à vide, etc. Donc, Ouais, c'est vrai que j'aime bien la technique pour pouvoir la maîtriser, et la comprendre et l'oublier, en fait. ouais. C'est surtout pour ça que je suis dedans. Et puis comprendre aussi des fois pourquoi ça marche pas, pourquoi ça plante, pourquoi ça bug. Mais ouais, c'est vrai que bon, j'aime bien mettre des petits plugs, des petits effets, des petites choses à gauche à droite. Et puis je me tiens toujours au courant des dernières versions. Là, tu vois, on est sur la dernière version, la 2022.4. On n'a même pas encore celle du mois de juillet, mais bon. Ouais, exclusivement à vide, hein. Ouais. Ouais. Je Voilà. t'ai pas mis sur d'autres. Non. Premiere, Resolve. Non, pas Resolve, je m'en sers un peu pour l'input, l'ingest, quoi. Donc, quand j'arrive pas à transformer des choses au format qu'il me faut, je passe par Resolve un petit peu. Mais pour le montage, non. Je suis resté que sur Avid, quoi. Fidèle à Avid. Bah, c'est juste que c'est un peu l'extension de ton cerveau, quoi. Donc, quand tu as pris des habitudes pendant 20 ans sur un logiciel et sur des outils, que tu le maîtrises pratiquement à 100%, t'as plus... Ouais, tu l'oublies, quoi. Donc, du coup, c'est la place est libre maintenant à la créativité, quoi. Oui, c'est là que t'es le plus performant, quoi. C'est plus une barrière pour faire les choses. Ouais. Et en termes de rapidité aussi, tu peux tester plus de choses et voir plus facilement si ce que tu es en train de construire, ça fonctionne. Et voilà, donc, Et du coup, tu disais que François Godgeber, il t'a emmené à Paris, mais tu t'es jamais installé à Paris, du coup. Jamais. T'as jamais eu cette envie ou... Parce que tu disais quand même que tu voulais y aller à Paris, donc est-ce que c'était juste pour l'aspect professionnel je voulais avancer, je voulais professionnellement découvrir des choses. Voilà. Par contre, j'avoue que la vie parisienne m'attirait moins, enfin, je la trouvais très fatigante et usante, en fait. Voilà, en termes de cadre de vie, tout simplement. Mais par contre, professionnellement, c'est clair que tout se passe là-bas et j'y suis allé pendant des années à faire des allers-retours en train. Pas tous les jours, tout le temps, mais du lundi au vendredi, quoi. Puis, je restais sur place la semaine et j'avais toujours mon petit réseau lillois qui continuait aussi à se développer. J'ai toujours un petit peu de France Télé ici, un peu de boîte privée aussi ici. Donc j'ai voulu garder un équilibre entre boulot, découverte professionnelle et en même temps confort de vie. Aujourd'hui, tu es en CDI. Ouais, j'ai signé un CDI chez France Télé depuis 1 an et demi. Voilà. Je suis plus intermittent après 20 ans. 20 ans d'intermittence, ok. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas ? Eh ben, ce qui m'a décidé, c'est que voilà, après avoir fait plein de choses à Paris très, très excitantes et en même temps aussi un peu fatigantes avec le fait de ne pas vouloir aller m'installer à Paris, de faire des allers-retours régulièrement, je pense que j'avais besoin d'un nouvel objectif. Et là, actuellement, je l'ai trouvé ici, avec faire partie d'une équipe de monteurs. Là, on est 6 monteurs ici, donc je me sens aussi un peu moins seul, en fait. Parce que bon, tu le sais comme moi que le monteur, la plupart du temps, il est seul. Oui, et puis on n'a pas trop l'occasion d'échanger. Non, voilà, on n'a pas D'où, trop... ce podcast. Voilà, exactement. Et donc, du coup, à ce stade-là, je me suis dit, bon, voilà, ça me plaît. L'idée de travailler dans une équipe avec d'autres collègues, étalonneurs, mixeurs, techniciens vidéo, on n'est pas nombreux, on est une quinzaine, vingtaine. Mais voilà, d'aller tous les matins au travail, de croiser des gens et discuter, échanger, ça m'a séduit. Et surtout, la possibilité de toucher à la fiction. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est ce qui a déclenché un petit peu, au bout de 20 ans, des documentaires, des captations, c'est bon, ça c'est fait. Et voilà, je me disais, bon, la fiction, ça m'attire. Et je sais que si j'étais passé par le mode intermittent, fiction, ça aurait peut-être été plus lent, peut-être plus compliqué. Trouver son trou, son réseau.
Oui, Et parce donc, on est vite mis dans des cases, quoi. Enfin, ouais. on est- étiqueté, Donc, ici, chez France Télé, on fait de la fiction, du docu, de la captation, du format court. Et je me disais, voilà, c'est un truc qui me permettrait de toucher à la fiction. Donc, croisons les doigts pour que 2023, je fasse ma première fiction, mais c'est dans les tuyaux. Voilà. Trop bien. Trop bien. Et est-ce que tu as des préférences de sujets que tu traites ou de thématiques J'aime bien vraiment les documentaires du réel, quoi. Les gens de la vraie vie, quoi. Et voilà, donc c'est ce sujet-là, par exemple, sur des gens qui s'installent, qui décident de faire quelque chose. J'ai fait deux films, par exemple, sur des éleveurs de vaches qui allaient s'installer sur l'île de Ouessant, réinstaller la filière. Voilà, des gens un peu voilà, qui méritent qu'on parle un petit peu d'eux. Ça, j'aime bien les films du réel comme ça. J'essaye de faire des sujets qui restent positifs. C'est pas toujours le cas. Un des prochains films, c'est sur une psychologue dans un commissariat. Bon, ça va être un peu plus dur, ça peut-être. va être un peu différent, un peu plus dur. Et après, je fais un autre film sur le groupe de rock, de punk rock de Corinne Maziro, qui s'appelle Les Vaginites, sur la lutte génial. des femmes. Voilà. Génial. Elle est passée tout à l'heure, d'ailleurs, Corinne. Donc, on discutait un petit peu. Voilà. J'ai hâte de voir ça. Vraiment, le sujet que je préfère, au final, c'est tout ce qui touche plus ou moins à la musique, quoi. Et donc, Mais tu disais que tu n'étais pas spécialement musicien à la base. Non. Tu connaissais pas spécialement... Non. Mais, enfin, je suis autodidacte un petit peu avec de la guitare et tout ça, mais je pense que c'est la musique, moi, par contre, qui m'emmène à chaque fois dans les montages. Et je sais que la position, le choix des musiques, c'est quelque chose sur lequel je suis hyper sensible, quoi. Je suis vraiment... ça participe complètement à l'humeur et au ton d'un documentaire. Et là-dessus, je suis assez intransigeant sur la bonne musique au bon moment. Ouais. Et du coup, sur les documentaires, tu as déjà travaillé avec des compositeurs ou... Ouais. Et plusieurs fois d'ailleurs. Donc on travaille souvent avec des témoins, des bases. On dit voilà, on a quelque chose dans cet esprit-là. Et ils nous renvoient des versions au fur et à mesure. Donc... Là, sur le dernier Macumba, c'est le guitariste de Skip the Use qui nous fait la zik, en fait. Voilà. Maxime Catelin. C'est vrai que la musique originale, à chaque fois, c'est un vrai plus. Et généralement, je m'entends assez bien avec les musiciens pour traduire exactement les émotions qu'on souhaite transparaître dans la musique, à chaque fois. Donc, oui, c'est pas évident. Enfin, j'imagine que du coup, d'avoir bossé sur beaucoup de programmes musicaux, tu as dû acquérir... le vocabulaire ou le... Ouais, et c'est vrai que le classique, ça a un peu aidé là-dessus, ouais. Ça devait être hyper... Enfin, je sais pas comment t'as fait, si tu connaissais pas des masses avant, t'as vraiment appris sur le tas, du coup, tous les termes techniques, etc. C'est quand même assez exigeant, quoi, comme programme. Ah oui, oui. Concert de musique le concert de musique classique, c'est sûr que je savais même pas lire une partition, donc... Mais t'apprends au fur et à mesure... Et puis, tu découvres plein de choses. C'est ça qui est intéressant dans notre métier. C'est que du coup, on se retrouve à chaque fois immergé dans des programmes ou des sujets. La musique classique, je ne connaissais rien. J'ai appris plein de choses. Je suis allé à l'opéra grâce à ça. Parce que j'avais monté des programmes musicaux et ça me faisait envie d'aller découvrir des choses, quoi. Donc, et pareil, sur plein d'autres sujets. Des fois, tu te dis, bon, voilà, je vais découvrir un truc. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire comme film. Mais en tout cas, je vais apprendre quelque chose. Et c'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets, et on s'enrichit tous les jours, quoi. Donc, Tout à fait. Ce qui me fait adorer ce métier, c'est tout simplement de partir de pratiquement rien, quoi, des continuités de rush, et de les modeler, de les faire ressortir. En racontant une histoire, c'est ça qui est top, quoi. C'est d'embarquer les gens et que les gens en fait se rendent compte de rien. Et là, le pari, il est réussi, quoi. C'est que du coup, on arrive à raconter des histoires qui passent toutes seules, avec des sensibilités, des humeurs, et de pouvoir fabriquer ça. J'avoue que c'est assez excitant à chaque fois de dire voilà, ça marche. Ouais, les moments magiques où tu sais que tu tiens ta séquence, quoi. Ouais, voilà. Ça, moi, je trouve ça à chaque fois... là, avec l'expérience, quand tu vois les rushs, tu sais à peu près ce que ça peut donner. Ouais.
Mais il y a quand même une part de surprise quand vraiment c'est là, quoi. Tu la travailles et que tu Le la... truc où ouais. tu te dis, ah, là, ça y est, ça, Ouais. c'est bon, quoi. Ouais. Et quand, Ça marche. Et quand tu l'as, et que même toi tu te fais avoir, Ouais. et que tu re-rentres, enfin tu redécouvres. Moi ça m'arrive plusieurs fois de pleurer au montage. Hein. Ouais, mais pareil. Mais moi, c'est une catastrophe parce que je peux pleurer 50 fois. Je vais voir 50 fois la Ouais. séquence. Mais tant que tu sens que, tant que tu l'as toi, tu dis c'est bon, ça fonctionne et ça, c'est génial quoi. De pouvoir jouer sur les émotions, sur l'euphorie, la tristesse, et ça c'est vrai que c'est la colère aussi. Et je trouve que c'est un des trucs les plus durs à faire aussi parce que tu peux regarder un rush et te dire ah ça m'a vachement ému et tout, mais ça va être, je sais pas, sur une interview de 1 heure, et tu dis mais comment je vais retrouver ce truc que j'ai eu en regardant les rushs, le retrouver en 3, 4 minutes, 5 minutes. Sans dénaturer. Sans que ça fasse faux et que ça soit fluide, quoi. Ça, c'est quand même un truc pas évident. Non. Et du coup, quand on le fait, on est quand même très content C'est quand on y clair. arrive. Ah, il y a un petit côté manipulation quand même dans notre métier, hein, c'est sûr qu'on n'est pas... Mais ouais, il faut toujours dans le respect, quoi. Il faut toujours garder... voilà. Enfin, je pense qu'on est exactement dans le même genre de choses qu'on aime voir à la télé et qu'on aime faire. Voilà, il faut qu'on garde toujours une éthique dans notre travail. Oui, voilà, c'est ça. Pas dénaturer les choses, au contraire. Les révéler, quoi. Des fois, tu révèles... Enfin, par le montage, tu révèles des choses que parfois, tu n'avais même pas perçu tant que ça au dérush. Et qui se révèlent via le montage, via les associations d'idées, via tout ça, quoi. Ouais, carrément. Et ça, c'est vraiment le côté le plus intéressant de ce métier, quoi. Et le plus cérébral. Et c'est alors ça que, voilà, la technique, faut vraiment l'oublier. Et quand tu te concentres sur la semaine 2 et la semaine 3 de montage, qui sont les semaines, pour moi, les plus importantes. Tu parles là pour un 52 minutes. Pour un 52 minutes que je monte en 5. général en 5 semaines. Ouais. La semaine 2 et la semaine 3, c'est les semaines de création pure. Et celle-ci, t'es dans ton monde. Et c'est vraiment super, quoi. C'est les semaines où tu dors avec ton film, beaucoup aussi. Ça, maintenant, je le fais moins. J'arrive à l'oublier. T'arrives à débrancher. Ouais, j'arrive à débrancher. Mais au début, c'était compliqué. Ouais, moi aussi. Mais maintenant, ce que je fais aussi quand on est bloqué en montage, parce que ça peut arriver aussi, c'est avec le ou la réal, on va se promener. Genre une demi-heure, 3 quarts d'heure, on fait tour de quartier, voire carrément avec une réal, une fois on est carrément parti en forêt. Ouais, super. Puis à rediscuter ou pas, et puis d'un coup tu dis ah mais attends, si on fait comme ça et machin, et après tu reviens en montage beaucoup plus frais. Ouais, c'est clair. Et t'arrives à démêler les choses et c'est assez sympa aussi de se permettre avec l'expérience, de prendre du recul et tout, parce que... De prendre du temps, des fois, ça. juste de prendre du temps, de recul. Parce que dans les débuts, on a tendance à se dire non mais il faut foncer, il faut pas quitter son clavier, il faut aller le plus vite possible, il faut être vachement dans la performance. Ouais. Puis avec le temps, on apprend à doser. Tout à l'heure, tu disais tu avais au moins 3 films, tu sais au moins les 3 films d'après, ce que tu fais, et tu as un planning sur combien de... T'as ta vision du planning à combien de mois? En gros, là, je sais que l'année prochaine, j'ai déjà 4 docus. D'accord. En 2023. Un docu sur le breakdance, puisque ça rentre au JO 2024. Et donc, du coup, l'équipe de c'est une nouvelle discipline des JO, le breakdance, d'accord. Et donc, du coup, on va faire un focus sur l'équipe de France du breakdance. Un autre film avec François Hérard, avec qui j'ai monté beaucoup de documentaires aussi, sur Hitler dans la Première Guerre mondiale dans le nord de la France, qui était soldat à l'époque. D'accord. Et comment il s'est servi de ces événements-là, en fait, comment il a transformé un peu l'histoire, il a glorifié un peu ses actes pour devenir ce qu'il est devenu après, malheureusement. Donc, en gros, généralement, on voit une petite année à l'avance, quoi. Ok. Maintenant, le fait d'être en CDI, d'être intégré ici, j'ai toujours le choix de mes projets.
On propose les docus qui arrivent. On choisit selon les affinités. Voilà. Donc, Et puis j'imagine qu'il y a des réalisateurs, réalisatrices qui demandent aussi exactement. un monteur en particulier. C'est vrai que quand on s'entend bien, quand on se connaît, et qu'il y a déjà une relation qui est installée de confiance, c'est toujours du temps de gagner, quoi. Et sûr. donc, François Hérard, là, sur le film sur Hitler, ça va être son 8e film qu'on fait ensemble. Voilà. Ah oui. Voilà. J'espère qu'il y aura toujours de la place à la surprise et des nouveaux projets, quoi. En tout cas, tu n'as plus cette pression qu'on peut avoir quand on est intermittent. Ouais. De pas trop voir la vision à long terme, quoi. Enfin, non, ça c'est clair. On a rarement plus de 6 mois quand même. Ouais. Et encore, je trouve, depuis le Covid, ça s'est réduit. Ah ouais. Ouais. Mais non, c'est vrai que du coup, c'est quelque chose sur lequel maintenant, je suis un peu moins stressé par rapport à ça. Ouais. C'est quelque chose qui t'a angoissé ? Un peu toujours, ouais, toujours un petit peu, pour me dire, bon voilà, on sait jamais de quoi ça sera fait l'avenir, même si au final, j'ai jamais eu trop de problèmes pour remplir mes mois. Mais ça soulage quand même, ouais. C'est vrai que ça soulage de se dire, bon, je sais que je vais faire des docs, des fictions pendant encore pas mal d'années, je sais pas lesquelles, mais en tout cas, j'ai pas trop d'inquiétude de ce côté-là, quoi. Donc, ouais. Ça fait bien. Une belle carrière qui continue. Chez toi, du coup, dans ta région, plein cœur de Lille. En plein cœur de Lille, dans des nouveaux locaux, en plein centre-ville. Puis ouais, j'espère qu'il y aura plein d'autres choses à faire dans la fiction. C'est un format que je connais pas du tout et qui m'attire, avec des codes de montage différents. Et c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie. Je suis curieux. Donc, voilà. Puis derrière, il y a quand même beaucoup, on a la chance de pouvoir assister en tant que monteur à beaucoup d'étapes qui suivent sur tout ce qui est montage son, mixage, post-synchro. Et donc ça, c'est chouette de pouvoir accompagner son film jusqu'au bout. Et au final, on est un peu les garants de la bonne... voilà, il n'y a que nous et les réalisateurs qui connaissons vraiment le film par cœur et toutes les petites subtilités qu'on a voulu y mettre dedans. Donc, vu que le réel n'est pas là tous les jours, on suit le projet pour eux. Quoi, voilà. Ouais, c'est surtout pour ça que du coup j'ai eu envie de venir ici, quoi. Il y a aussi le fait de travailler, voilà, comme je te disais, de plus travailler seul, même si je reste toujours seul dans ma salle de montage face à mon David. Mais voilà, le fait de sortir dans le couloir, toujours croiser un collègue, discuter, et c'est vrai que ça fait du bien. Voilà. Carrément. Ouais, c'est trop bien. Bah ouais. On peut dire cut. Et cut. Les post-cuts, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt!